Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Ndayishimiye, docteur en sciences de gestion, accréditaire certifié, enseignant de l'Université du Burundi. Dans cette présentation, je vais parler de l'harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation de l'enseignement supérieur au niveau africain. Comme contenu de cette présentation, je vais commencer par vous parler du pourquoi de l'harmonisation dans l'enseignement supérieur. Ensuite, je vais m'attarder sur le processus de Bologne qui a contribué à l'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau européen et au niveau africain. Et je vais aussi parler de ce partenariat euro-africain qui a fait émerger l'espace africain de l'enseignement supérieur. Et je vais terminer ma présentation par vous parler de l'initiative RACA. C'est une initiative pour l'harmonisation de l'enseignement supérieur, l'accréditation des programmes et des institutions au niveau africain. Pour commencer, on peut se poser la question de savoir le pourquoi l'harmonisation. Pour appréhender cette question, il suffit de remonter à la fin du XXe siècle avec les problématiques qui ont été évoquées par 4 ministres européens de l'enseignement supérieur, à savoir celui de la France, celui de l'Allemagne, celui de l'Italie et celui du Royaume-Uni. Ces 4 ministres ont soulevé des problématiques liées à l'enseignement supérieur et donc il était question de penser à une sorte d'harmonisation parce que par exemple, en France, la problématique liée au rapprochement de l'enseignement supérieur et de la recherche était très évidente et puisqu'il y avait une disparité entre les universités publiques et les grandes écoles. En France, il y avait aussi les préoccupations sur le manque d'ouverture internationale et la perte d'attractivité relative dans l'enseignement supérieur. Enfin, en France, le constat qui a été fait est qu'il y a nécessité de la création d'une instance indépendante qui pouvait évaluer les universités, mais aussi introduire un aspect de concurrence entre les différentes universités. Voilà à la fin du XXe siècle au niveau de la France, mais aussi en Allemagne, il y avait d'autres problématiques un peu différentes, mais qui pouvaient avoir une certaine intersection. Et donc en Allemagne, il y avait la problématique de l'efficacité du système d'enseignement supérieur avec des compétences qui semblaient être limitées et il y avait une trop longue durée des études avec une obtention du premier diplôme universitaire à un âge trop tardif chez les jeunes diplômés. Il y avait aussi la problématique du taux d'abandon qui était très élevé et un taux de chômage qui était croissant à la fin du XXe siècle chez les jeunes diplômés. Excusez-moi. Et la dernière problématique qui s'observait en Allemagne consistait au manque à l'inefficacité et de ce fait de l'internationalisation des systèmes qui était caractérisé par une perte de compétitivité et une perte d'attractivité de la part du système d'enseignement supérieur allemand. En Italie, il y avait la problématique liée à la part du PIB qui était consacrée à l'enseignement supérieur qui était l'une des plus faibles de l'OCDE. Et donc, c'était un pourcentage de 0,5% par rapport à la moyenne de l'ensemble des pays de l'OCDE qui était de 1,5%. Il y a aussi en Italie le phénomène qui était très récurrent de l'abandon qui a atteint un taux record à la fin du XXe siècle. Et donc, dans l'enseignement supérieur, il y avait plus de 60% de taux d'abandon au niveau de l'Italie. Il y avait aussi pour les étudiants qui obtenaient leur diplôme une durée moyenne d'études
qui était bien plus longue que la durée légale. Et cela, c'est une cohérence avec le système allemand. Il y a aussi l'enseignement supérieur en Italie qui était extrêmement peu développé du point de vue de l'enseignement non universitaire, l'enseignement supérieur non universitaire. Et enfin, en Italie, il y avait les formations universitaires qui étaient peu tournées vers la professionnalisation et donc peu tournées vers le marché du travail. Et donc, c'est cette caractéristiques qui composaient le système éducatif, le système de l'enseignement supérieur italien et qui constituait donc une problématique et qui nécessitait l'harmonisation. Et enfin, au niveau du Royaume-Uni, il semble que les problématiques n'étaient pas beaucoup semblables avec ces deux trois premiers pays, mais avec les quatre ministres, ils se sont mis d'accord. Mais à part que au Royaume-Uni, il y avait la problématique du financement du système de l'enseignement supérieur qui était vraiment en crise et que on a constaté que quoiqu'en forte augmentation dans les années 1980 et 1990, on a trouvé que le nombre de jeunes accédant à l'enseignement supérieur restait très insuffisant par rapport aux besoins de l'économie du Royaume-Uni. Et pour plus d'informations, vous pouvez lire le travail de Pauline Ravinet en 2009 et cette chercheuse explique les problématiques qui ont été évoquées par ces quatre ministres européens. Et voilà, ces quatre ministres ont été à la base de l'harmonisation dans l'enseignement supérieur au niveau européen. Et cela s'est passé à travers ce que l'on appelle le processus de Bologne. Et pour bien comprendre le processus de Bologne, vous pouvez lire les travaux de John Pietest en 2004, Sandrine Gracia en 2009 et Louis Berninger et ses collaborateurs en 2018. Tout simplement, il faut savoir que le processus de Bologne consiste en une signature par les quatre ministres de la déclaration de la Sorbonne en 1998. Ça, c'est le début de ce processus de Bologne qui s'est poursuivi avec plusieurs étapes par après. Et juste, ce qu'il faut souligner, c'est que les quatre ministres européens dont j'ai parlé tout à l'heure ont constitué la base du processus de Bologne avec cette signature de la déclaration de la Sorbonne en 1998. Et le processus de Bologne donc vise à la création de l'espace européen d'enseignement supérieur et donc l'harmonisation des systèmes éducatifs au niveau européen. Et il s'agit d'un dispositif du processus de Bologne qui visait plutôt, mais même si ça continue, qui visait l'intégration de l'enseignement supérieur dans les politiques économiques, la politique européenne, mais aussi la politique des différents pays de la communauté européenne. Et c'est un dispositif qui a comporté plusieurs déclarations. Donc, le processus de Bologne, bien quoique a commencé par la déclaration de la Sorbonne en 1998, est un processus qui a connu plusieurs autres déclarations et on va les voir tout à l'heure. Comme contenu du dispositif, donc du processus de Bologne, on a constaté qu'afin de concrétiser l'espace européen de l'enseignement supérieur, les ministres de l'enseignement supérieur ont décidé de mettre en place des structures similaires dans les différents pays européens. Et ces structures similaires visaient à établir des systèmes lisibles et comparables des diplômes. Et c'est des structures similaires qui devraient être fondées sur trois niveaux ou trois cycles d'études supérieures, à savoir le niveau de licence, le niveau de master ainsi que le niveau de doctorat. Voilà, ça c'est des structures qui devaient être mises en place au niveau des pays qui ont décidé de mettre en place ces structures similaires. Et enfin, ces structures similaires devraient s'articuler avec l'espace européen de la recherche, cela pour mieux
promouvoir la mobilité des chercheurs et des étudiants, mais aussi pour pouvoir renforcer l'attractivité de la zone Europe, en particulier grâce à une coopération qui porte sur la garantie de la qualité, mais aussi au développement de diplômes conjoints et au système de crédit, et c'était en sigle, des crédits qui sont transversables et capitalisables, et au supplément au diplôme. Voilà les éléments de similarité, les éléments de cette structure similaire qui ont été pensés par les ministres européens et donc qui ont conduit à la mise en place de ce dispositif du processus de Bologne. Ensuite, le dispositif de ce processus de Bologne visait l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur européen, et cela a permis une comparaison des diplômes et des équivalences au niveau européen, mais aussi l'harmonisation visait la mobilité nationale au niveau national, mais aussi au niveau international pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs. Et le dispositif du processus de Bologne visait aussi une harmonisation qui permettrait une meilleure lisibilité des diplômes sur le marché du travail, qu'il n'y ait plus de confusion entre les différents diplômes. Par exemple, en France, il y avait plusieurs types de diplômes et l'on a pensé que l'harmonisation des cursus devrait permettre une meilleure lisibilité de ces diplômes sur le niveau du marché. Enfin, le dispositif du processus de Bologne implique que la notion d'espace européen de recherche qui avait été créée en l'an 2000 devrait traduire la volonté de l'Union européenne de mettre en place ce qu'ils ont qualifié d'une politique européenne de la recherche. C'est une politique qui devrait être cohérente, concertée et fondée sur l'excellence scientifique, la compétitivité, l'innovation et la coopération. L'enjeu de la mise en œuvre de cet espace européen de la recherche est de pouvoir éviter le morcellement des efforts de recherche en favorisant la coopération entre les scientifiques des pays européens. Ainsi voilà donc le processus de Bologne qui consiste en l'harmonisation de l'espace européen d'enseignement supérieur. Je disais tout à l'heure que plusieurs déclarations, plusieurs communiqués ont été signés et le processus avait commencé par la déclaration de la Sorbonne et ensuite il y a eu le sommet de Bologne en 1999, le sommet de Lisbonne en 2000 et Stockholm, etc. Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, etc. jusqu'à la déclaration de Budapest qui a ces déclarations constituent des étapes importantes dans le processus ou le dispositif d'harmonisation des diplômes jusqu'à maintenant. Alors, comment est-ce que l'Afrique est entrée dans la danse? Et je dirais que l'Afrique a été vraiment intéressée par le processus d'harmonisation à travers ce partenariat euro-africain pour créer un espace africain de l'enseignement supérieur. Et je dirais que bien avant même qu'il y ait ce processus de Bologne, au début des années 1980, la littérature montre qu'il y avait une émergence d'un espace africain de l'enseignement supérieur avec la convention adoptée lors de la conférence de l'UNESCO à Arusha en Tanzanie. Ça, c'est début 1980. Et au niveau de cette conférence, les ministres de l'enseignement supérieur ont défini un cadre légal pour la reconnaissance des études à travers un système de crédit, des certifications et des diplômes de l'enseignement supérieur entre les pays africains. Ça, c'est une initiative qui a été prise au début des années 1980. Cependant, cette convention adoptée par la conférence à Arusha n'a été ratifiée que par 19 États sur 54 qui
qui composent le continent africain. Et donc, par conséquent, cette convention n'a jamais été mise en œuvre jusqu'à tardivement. Et entre-temps, il y a ce processus de Bologne qui a été enclenché et qui a entraîné beaucoup de réformes d'ampleur. Et ce processus a permis des acquis qui étaient incontestables à l'échelle du continent européen, et cela a été une aubaine, ça a été une opportunité pour l'Afrique de créer un partenariat euro-africain pour faire émerger l'espace africain de l'enseignement supérieur. Et les acquis incontestables du processus de Bologne concernaient notamment l'harmonisation des cursus et des diplômes, la transparence dans la gestion de l'enseignement supérieur, une augmentation de la mobilité des étudiants et des chercheurs, mais aussi un renforcement de l'attractivité dans la zone euro. Et ces éléments-là ont créé un engouement au sein des pays africains en général, mais aussi en particulier au niveau des systèmes d'enseignement supérieur. C'est pour cela que en 2007, au sud de la conférence de 1980, mais aussi à l'exemple de la création de l'espace d'enseignement supérieur au niveau européen, ces exemples ont servi de base à la conférence des ministres de l'éducation de l'Union africaine. C'est une conférence qui a convenu d'une stratégie, cette fois-ci, d'harmonisation de l'enseignement supérieur, ce que l'on appelle l'initiative HAKA, en 2007. Et cette initiative-là, au début, visait à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications, mais aussi à renforcer la mobilité académique intra-africaine. Voilà maintenant le début de l'harmonisation de l'espace de l'enseignement supérieur au niveau africain avec cette conférence des ministres en 2007. Pour bien comprendre, c'est que cette conférence de 2007 a tenu en compte de ce qui avait été pris en compte en 1980 dans la conférence d'Arusha, mais aussi les acquis incontestables de la création de l'espace d'enseignement européen au niveau européen, de l'enseignement supérieur au niveau européen. Et c'est à partir de ces initiatives réussies qu'il y a eu l'initiative HAKA qui vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications, mais aussi à renforcer la mobilité académique au niveau africain. Et à partir de 2007, il est devenu une habitude d'organiser cette conférence ministérielle, donc la conférence des ministres de l'enseignement supérieur, pour pouvoir évaluer cette stratégie, cette initiative HAKA. Et cela se fait une fois les 2 ou 3 ans. Parlons maintenant de cette initiative HAKA qui est de Harmonization of African Higher Education, Quality Assurance and Accreditation. C'est ça l'initiative HAKA, ou en anglais HAKA Initiative. L'objectif ultime de cette initiative, c'est d'abord une stratégie qui est, je le disais tout à l'heure, qui a été initiée en 2007, pour soutenir le développement d'un système harmonisé d'assurance qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur au niveau institutionnel, au niveau national, au niveau régional et voilà, au niveau continental. Donc, c'est une initiative panafricaine. Quels sont alors les domaines d'intervention de l'initiative HAKA? 3 domaines sont mises en œuvre dans cette initiative. Il s'agit de l'harmonisation des programmes au niveau de l'enseignement supérieur dans les pays africains. Deuxièmement, il s'agit de la création d'un espace africain d'enseignement supérieur qui est revitalisé, distinctif,
attractif et compétitif au niveau mondial. Troisième domaine d'intervention, c'est le renforcement de la collaboration intra-africaine. À voir ces domaines d'intervention, on voit bien qu'il y a certains éléments de convergence avec l'espace européen d'enseignement supérieur, mais aussi avec les idées de la conférence d'Arusha de 1980. Quels sont alors les partenaires de l'initiative Haka, cette initiative qui vise l'harmonisation, la création d'un espace africain d'enseignement supérieur? Les partenaires sont de plusieurs ordres. Il y a des partenaires de financement, à savoir l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a aussi des partenaires de mise en œuvre qui sont constitués par un consortium d'universités. Il y a l'Université de Barcelone qui est chargée de la coordination de la mise en œuvre de cette initiative. Il y a l'Association des universités africaines, il y a l'Association européenne de l'université, il y a l'Association européenne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, ainsi que l'Office allemand d'échange universitaire, le DAAD. Il faut dire que ces partenaires œuvrent pour des activités et ces activités ont été lancées avec l'implication d'importantes organisations et de grands réseaux régionaux et nationaux africains qui sont actifs dans le domaine de l'enseignement supérieur africain. Et ça c'est un élément de motivation pour la réussite de cette initiative gigantesque et continentale. Quelles sont les principales activités de l'initiative Haka? Je donnerai d'abord la première activité, c'est de développer des outils pour le cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation, ce que l'on appelle le PACWAF, c'est en anglais Pan-African Quality Assurance and Accreditation Framework. Ça, c'est la première activité, développer des outils pour le cadre panafricain d'assurance qualité. Et le résultat qui est attendu, c'est qu'il y ait une mise en œuvre des normes et des directives africaines pour l'assurance qualité, ce que l'on appelle African Standards and Guidelines for Quality Assurance. Ça, c'est la première activité et le résultat attendu. La deuxième activité, c'est de soutenir un langage commun pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique. Et le résultat qui est attendu de cette activité est qu'il y ait une mise en place des cours de formation, des séminaires de renforcement de capacités qui sont organisés par l'initiative Haka pour soutenir ce langage commun d'assurance qualité, pour développer l'assurance qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur en Afrique. La troisième et dernière principale activité de l'initiative Haka, c'est de soutenir la culture de la qualité institutionnelle, la culture de l'auto-évaluation dans les diverses institutions d'enseignement supérieur en Afrique. Et le résultat qui est attendu de cette activité, c'est d'évaluer de la mise en place des évaluations institutionnelles qui utilisent ce que l'on appelle le mécanisme africain d'évaluation de la qualité. C'est que en anglais, les anglophones appellent the African Quality Rating Mechanism. Voilà les trois principales activités de l'initiative Haka et leurs principaux résultats. Alors, avant de terminer, je voudrais faire un petit commentaire sur l'initiative Haka qui vise l'harmonisation et la création de l'espace africain d'enseignement supérieur. Il faut dire qu'il existe le programme qu'on appelle le Turning Africa. Et c'est un programme qui a été lancé avec la collaboration de l'Union européenne en 2011 sur la base du programme identique développé au niveau européen dans le cadre du processus de Bologne. Et ce programme européen avait déjà été mis en œuvre à partir de 2001 et le programme a consisté à l'harmonisation de 175 universités européennes. Donc le programme Turning Africa, c'est un programme qui va
qui sert d'essai de l'harmonisation, et c'est un programme qui concerne 60 universités africaines qui ont été sélectionnées, et ces universités sont regroupées en 5 groupes travaillant à l'harmonisation des niveaux de programmes d'études à travers des systèmes d'accumulation et de transfert de crédits comme cela se fait dans l'espace européen d'enseignement supérieur et dans les domaines disciplinaires différents. C'est vraiment un choix qui a été fait et qui pour voir la faisabilité, l'applicabilité, la généralisabilité de la mise en œuvre de l'initiative Hakwa. Mais aussi, il faut dire que la mise en œuvre de cette initiative ne manque pas de défis. Il y a par exemple l'émergence de l'espace africain de l'enseignement supérieur qui s'accompagne de l'émergence de plusieurs autres espaces qui sont similaires à l'échelle régionale. Je donnerai 2 exemples. Le premier exemple, ce sont les pays francophones qui ont leur propre système d'assurance qualité, le CAMES, donc le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Il y a aussi le Conseil interuniversitaire des pays d'Afrique de l'Est, IUCEA, Inter-University Council for East Africa. Ça, c'est un espace aussi qui promeut son système d'assurance qualité dans les établissements publics et privés. Le défi est que la coexistence de ces dynamiques subrégionales et régionales peut être soit un atout, mais aussi il peut être une source de tension sur la mise en œuvre de cette initiative au niveau du continent, ou même la mise en œuvre de l'initiative Hakka est largement tributaire des types de financement, des sources de financement, ainsi que de l'implication de plusieurs acteurs extérieurs. Donc les personnes qui mettent en œuvre, les organes qui mettent en œuvre cette initiative devraient prendre en considération ce commentaire. Et je voudrais vous remercier de votre attention, mais toutefois, mes remerciements, mes vifs remerciements vont à l'endroit de 2 éminents professeurs. Il y a le professeur Peter Okebukola du Nigeria et le professeur Juma Shabani de l'Université du Burundi. C'est des grands chercheurs qui ont travaillé sur l'assurance qualité, qui ont travaillé sur le développement de l'enseignement supérieur au niveau africain. Et je vous remercie, c'était de la part de Richard Ndaishimie, enseignant à l'Université du Burundi et accréditaire certifié par African Quality Assurance Network. Et je vous remercie.